Alors il y en a un, Anne, qui hier a écouté ce qui s'est passé du côté de Berlin et notamment la prise de position de notre président de la République, c'est Vladimir Poutine. Réponse immédiate. Alors vous allez voir, d'habitude Poutine nous répond nucléaire. Là, c'est peut-être plus juste. En tout cas, ça risque de faire mouche parce qu'il met tout le monde dans le sac, notamment ceux qu'il appelle les petits pays. D'ailleurs, on se demandera, est-ce que nous, la France, on est un petit pays pour Poutine? Mais on écoute d'abord le président russe. Les représentants des pays de l'OTAN, notamment en Europe, et notamment dans les petits pays, doivent savoir avec quoi ils jouent. Ils devraient s'en souvenir. En tant que pays doté de petits territoires densément peuplés. C'est quelque chose qu'ils doivent garder en tête avant de parler d'attaquer en profondeur le territoire russe. Cette escalade constante peut entraîner de graves conséquences. Jean-François Pouter, petit pays, déjà, on comprend quoi? Les pays baltes, ou alors il faut voir un peu plus loin? Ça fait deux choses. On pense évidemment aux pays baltes, ouais. Pays à forte densité de population, avec l'idée donc derrière qu'il pourrait y avoir une arme de destruction massive qui pourrait être utilisée sur une population dense. Mais par ailleurs, ça renvoie à ce qui s'est passé en 2007 avec Nicolas Sarkozy. Si vous vous rappelez ce qui a été rapporté par Michel Duclos, la conversation qui était partie avec un Sarkozy très allant sur la critique en faveur des dissidents, la question des guerres qui étaient menées par l'attitude russe dans plusieurs endroits, et où Poutine l'a interrompu, lui a dit « Tu as vu la taille de mon pays et la taille du tien, tu as un petit pays, je t'écrase ». Donc ça renvoie exactement à ça. En fait, ça dit une chose. Donc on est un petit pays pour Poutine. Ça c'est très clair. Donc ça nous, c'est très clair. Même si, dans ce qu'il dit, on est visé aussi, la France, ouais. Ça, je pense que oui. Mais ça veut dire autre chose derrière. Ça veut dire qu'au fond, Vladimir Poutine considère que les pays qui sont sur le continent européen, à l'ouest, parce qu'ils sont tous petits par rapport à la dimension du pays russe, au fond, n'ont pas une véritable souveraineté. Parce que c'est ça la question. Ils n'ont pas une véritable souveraineté. Ils ont une souveraineté limitée, d'autant plus limitée qu'ils sont plus proches de la Russie, mais elle est toujours relative au fond. C'est ça que ça veut dire. Absolument. J'ai entendu Andrei Bykov, un chercheur au MGIMO, c'était il y a une quinzaine d'années, faire un exposé sur la théorie des relations internationales. Et il disait, vous croyez que le monde est fondé sur l'égalité des nations en droit. On sait que ce n'est pas dans les faits, mais chaque nation un vote... Eh bien, nous, la Russie, notre théorie des relations internationales, c'est la hiérarchie des nations. La hiérarchie des nations. Donc, nous, on est l'équivalent des États-Unis. Et puis après, voilà, ça descend. Et donc, un pays comme la Géorgie, s'il ne veut pas comprendre, on lui met deux baffes. Parce que c'est ça, la hiérarchie. Et donc là, il est dans la hiérarchie des nations. La France est un petit pays. Et l'Europe tout entière, c'est une force. L'Europe divisée, c'en est pas une pour Poutine, on est bien d'accord. C'est constitué de petits pays. Oui, bien sûr. En tout cas, il voudrait ramener l'Europe à des petits pays. Mais je voudrais faire un petit rappel historique, parce que Poutine, il est dans la droite ligne de l'autocratie russe. L'autocratie russe, elle commence au XVe siècle avec Ivan III. Sous Ivan III, on proclame que Moscou est la troisième Rome. C'est-à-dire que Moscou est le point à partir duquel s'ordonne le monde. Et au fond, ça n'a pas changé, d'une certaine manière. Et dans la tête de Poutine, surtout aujourd'hui, c'est ça. Et effectivement, le seul interlocuteur, c'est l'autre puissance qui serait capable d'ordonner le monde en face, c'est les États-Unis. Et c'est là aussi une vieille histoire russe. Alors justement, les États-Unis, parlons-en. Quelle serait la réaction des États-Unis en cas d'escalade et donc de conséquences graves en Europe? Est-ce que si la Russie allait plus loin, les États-Unis interviendraient? Pas si sûr, semble nous dire Vladimir Poutine, qui avance un argument. Écoutons-le. D'une manière générale, cette escalade constante peut avoir de graves conséquences. Si ces conséquences graves se produisent en Europe, comment les États-Unis se comporteront-ils? Compte tenu de notre parité dans le domaine des armes stratégiques, difficile à dire. Veulent-ils un conflit mondial? Il me semble qu'ils voulaient négocier dans le domaine des armes stratégiques. Mais nous ne voyons pas beaucoup de volonté de le faire. Il y a des conversations à ce sujet, mais il ne semble pas y avoir beaucoup de volonté. Eh bien, voyons ce qui se passera ensuite. Joséphine, il y a des conversations, donc ça veut dire qu'ils se parlent, tous ces gens-là, mais c'est une façon pour Poutine de dire
le seul interlocuteur, en fait, que l'on respecte, avec lequel on veut parler, c'est pas l'Ukraine, c'est pas l'Europe, c'est pas l'OTAN, ce sont les États-Unis. Ça n'a pas changé. Mais ce discours-là, il est extrêmement bien construit de Vladimir Poutine. Il ne s'adresse pas aux chefs d'État. Des États européens ou des États-Unis, ils entendent ça quotidiennement et puis ça leur passe au-dessus. Mais ça s'adresse aux opinions publiques européennes notamment. À quelques jours d'une élection assez cruciale quand même, il s'adresse aux opinions publiques en mettant en avant toutes les peurs des opinions publiques européennes. Le fait que les États-Unis ne viennent pas les sauver, le fait que la Russie soit beaucoup plus puissante et donc puisse attaquer des petits pays. Et il ne les qualifie pas, ces petits pays, parce que comme ça, dans notre imaginaire, on peut se dire qu'on en fait partie, l'Allemagne en fait partie, les États baltes, la preuve, on en parle. Tout le monde en fait partie. Mais c'est extrêmement bien construit, encore une fois, parce qu'il s'appuie sur les peurs des Européens. Maintenant, est-ce que ça marche ? Quand on regarde les sondages, pas tant que ça. Il y a une étude de la Fondation pour l'innovation politique qui est parue là sur l'opinion publique européenne à quelques jours des élections et qui montre que presque 80% des Européens, 77 je crois, considèrent la Russie comme une menace. On n'a pas énormément de personnes qui voient la Russie comme cette autocratie fantasmée magnifique. Il y en a bien évidemment, mais ils sont une minorité en Europe. Le soutien à l'Ukraine, il est extrêmement majoritaire également en Europe. Sur la question israélienne, c'est différent. Il y a des divisions. Sur la Russie, pas tant que ça. Les Européens placent d'ailleurs la Russie comme le danger principal pour l'Europe avant l'Iran, avant la Chine, avant la Turquie également. Mais est-ce que ça ne marche pas quand la Pologne fait 700 km de fortification ? Alors, ça marche dans le sens où ça contraint les États européens à se protéger davantage. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que simplement là, les menaces, elles sont plus réelles, plus concrètes et peut-être dans un plus court terme que ce qui avait été pensé au départ, de par cette escalade. Mais les États baltes n'ont pas attendu la guerre en Ukraine pour essayer de renforcer leur sécurité. Ça fait des années, notamment sur le volet cyber, qu'ils essaient de lutter contre l'ingérence russe et qu'ils essaient de se préparer au cas où il y ait une invasion russe. La Finlande, c'est l'exemple type. La Finlande qui vient de rejoindre l'OTAN, elle est prête depuis un certain temps déjà à ce que la Russie vienne l'envahir ou l'attaquer d'une manière ou d'une autre. Donc pour nous, c'est assez nouveau, mais il faut bien voir que ce discours de Vladimir Poutine adressé aux opinions publiques européennes, il ne va pas forcément avoir un écho aussi important qu'il le souhaite ou qu'il le pense. Même en ce qui concerne les États-Unis, parce que là, il met le doigt où ça fait mal, c'est-à-dire que les États-Unis ne viendront pas vous aider, vous, petit pays. On se souvient aussi que derrière l'OTAN, il y a les États-Unis. On se souvient du ramdam quand Donald Trump a dit « si je suis élu ». Et si ces petits pays ne payent pas, parce qu'il a à peu près le même discours, eh bien on partira, on ne vous aidera pas. Donc voilà, il appuie quand même là où les opinions peuvent être sensibles. Est-ce que ça marche? Ça, j'en sais rien. Mais... Il joue sur le terrain tel qu'il est ouvert. Comme on a tous en tête, et les opinions publiques ont tous en tête l'élection américaine avec la menace du retour de Donald Trump aux affaires à Washington, cette menace-là, elle prend corps d'une certaine manière à travers la figure de Donald Trump. Donc oui, il joue de ça. Après, d'une certaine manière, ça ne change rien sur le fait que de toute façon, il faut effectivement qu'on se prépare à revenir dans un monde qui était plutôt le monde d'avant 89 que celui d'après, pour dire les choses très, très simplement, où on a un adversaire extrêmement dangereux à l'Est et qui ne sera pas, quoi qu'il arrive d'une certaine manière, même si les Ukrainiens arrivaient à reconquérir leur territoire, cet adversaire ne disparaîtra pas. Il va falloir vivre avec longtemps. Simplement, lui pense qu'en agitant la menace, il va pouvoir gagner du terrain. Vous savez, dans le monde russe, la parole n'a pas la même fonction que chez nous, la parole publique, la parole politique. La parole politique, elle a une fonction performative. C'est-à-dire qu'on parle pour dire ce qu'on voudrait que le monde soit, et en pensant qu'en le disant, ça va le faire venir. Et donc c'est ça qu'il est en train d'essayer de faire. Il veut que nous ayons peur de lui, et il essaie de faire arriver ça. Et du coup, on peut interpréter aussi le chiffre du sondage que vous avez évoqué comme le fait que, d'une certaine manière, ça marche. Si 80% des gens pensent que c'est une menace grave, à la fois ils ont raison, mais ça veut dire aussi que la peur est là.